16h50, bienvenue dans le grand dossier sur LCI consacré ce soir à cette question. Comment l'Europe s'affranchit-elle des États-Unis pour sa défense ? Un an après les mots incendiaires de J.D. Vance vis-à-vis d'une Europe faible en déliquescence, Marco Rubio a été beaucoup plus tendre hier vis-à-vis des Européens. Et si l'Europe avait finalement réussi à montrer les muscles sur le dossier du Groenland notamment, on se posera la question. Les Européens qui mettent les bouchées doubles au point peut-être de vouloir assumer sa propre dissuasion nucléaire européenne. Cela passera-t-il par une extension du parapluie français ou alors un développement des armes nucléaires dans tout le continent ? On posera la question à nos invités. L'Europe qui fait également face aux États-Unis sur le dossier ukrainien, alors que Trump, vous allez l'entendre, remet une nouvelle fois la pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Voilà pour le programme du grand dossier, mais d'abord écoutons les mots assez tendres peut-être, on va le voir, de Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine vis-à-vis des Européens. C'était lors de la conférence de Munich il y a quelques heures. Écoutez. L'Europe et les États-Unis sont connectés spirituellement, mais aussi culturellement. Nous voulons que l'Europe soit forte. Nous voulons que l'Europe survive. Car les 2 dernières guerres mondiales sont aujourd'hui encore un rappel que jusqu'au bout, notre destin sera toujours lié au vôtre. Et pour en parler, j'accueille mes invités ce soir. Xavier De Giacomoni, bonsoir plutôt, éditorialiste, service international LCI. Le général Vincent Desportes nous fait le plaisir d'être ici. Bonsoir général, ancien directeur de l'école de guerre et professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Elisabeth Shepard-Selam est également avec nous. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Maîtresse de conférence et directrice du programme politique et relations internationales à l'université de Tours. On le rappelle, spécialiste défense et sécurité. Et vous êtes, je le rappelle, franco-américaine. Toujours très intéressant et toujours important de le noter. Et puis Stéphane Marchand est également avec nous. Bonsoir, vous êtes directeur de la rédaction du magazine économique Pour l'Écho, ex-correspondant à Washington pour Le Figaro. Voilà pour les invités. D'abord, on va prendre la mesure de ce qui s'est passé à Munich, puisque notre envoyé spécial Mathieu Desmoulins était sur place pour nous raconter un petit peu les détails de ces prises de parole américaines et notamment européennes. Et voilà pour ce compte-rendu, si je puis dire, de cette conférence avec Mathieu Desmoulins. Oui, même si l'Élysée assure officiellement qu'il s'agit d'un discours indépendant, difficile de ne pas lire dans les propos du président de la République. Une réponse pied à pied aux arguments au vitriol développés par le vice-président américain l'année dernière à la même place. Sur la liberté d'expression qui serait menacée, disait-il, Emmanuel Macron réplique, la liberté d'expression, ça ne veut pas dire aucune régulation. Le président qui, sans jamais le nommer, dénonce à plusieurs reprises les caricatures et appelle en même temps les dirigeants des 27 à être moins timides, à croire davantage en l'Europe. Stratégie assumée, peser davantage dans les négociations internationales, notamment sur l'Ukraine la semaine prochaine à Genève. Nouveau cycle de négociations organisé en l'absence des dirigeants européens qui comptaient sur une réunion hier après-midi avec Marco Rubio pour porter leur doléance. Participation du secrétaire d'État américain annulée à la dernière minute. Il promet ce matin de livrer d'ailleurs sa vision de la relation transatlantique. Alors évidemment, ces déclarations de Marco Rubio, elles nous font réagir. D'abord, une première réaction, Elisabeth Shepard-Selam, comment vous interprétez ce changement de ton américain ? Est-ce qu'on est vraiment dans l'accalmie des relations ou est-ce que c'est juste de façade ? Je pense que c'est plutôt de façade. Effectivement, le ton rassure, mais la stratégie n'a pas changé. Je pense que ça, c'est essentiel. Je dirais juste 2 choses. Alors, la première, c'est qu'il dit qu'ils sont les enfants de l'Europe, mais il manque un peu de respect par rapport aux parents, si je peux me permettre. Plus généralement, le même discours de l'Europe qu'on aime. L'Europe qu'on aime, c'est quoi ? Alors, je veux bien, c'est l'Europe qui dépense plus sur la défense, mais c'est aussi un discours toujours aussi civilisationnel que la stratégie sécurité nationale ou ce qu'on entend de J.D. Vance. C'est simplement l'enveloppe et la personne qui le change. Bien évidemment, Marco Rubio est quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, notamment à l'étranger, puisqu'il était sénateur et qu'il a été longtemps sur la commission des affaires étrangères. Mais tout ce qui, ça ne change pas réellement le fond du problème, et c'est ça à laquelle il faut faire face aujourd'hui. Général Vincent Desportes, comment vous avez accueilli ces mots de Marco Rubio à destination des Européens ? Avec bonheur.
Mais que croire? Est-ce qu'il faut croire 10 minutes de discours ou une année de pratique? Vous savez, en amour, vous le savez bien, il s'agit bien de ça, il nous l'a expliqué, Rubio, c'est pas les paroles qui comptent, c'est les gestes. Et pendant un an, l'administration MAGA s'est attachée à casser, à nous ridiculiser, à faire semblant, ou peut-être même chercher à attaquer l'Union européenne au Groenland. Alors donc, moi je pense que ce qui compte, ce sont les faits, et comme vous l'avez dit madame, je ne pense pas que les choses changent parce que Marco Rubio a parlé un quart d'heure. Donc nous devons être complètement méfiants et surtout ne pas bouger d'une ligne. Le président Macron l'a dit il y a quelques jours, attention à ne pas nous rendormir sous les nouvelles graisses. Ce qui a changé peut-être, c'est que les Américains ont quand même compris qu'une partie de la puissance américaine relevait sur la qualité des alliances. Et après tout, l'Amérique sans l'Europe, elle est quand même moins que l'Amérique avec l'Europe. Et puis comme vous le savez, l'Amérique a besoin de ses bases pour aller vers le Moyen-Orient en particulier. Donc elle ne peut pas casser le lien avec l'Europe, c'est absolument évident. Mais ne croyons pas que les choses sont terminées. La dérive de l'Amérique vers l'Ouest est un moment qui est écrit dans l'histoire, ça ne changera pas. Alors ce qui est très intéressant, c'est que Marco Rubio rappelle, entre guillemets, le passé pour expliquer le futur. Et il évoque quand même un chemin qui serait possible, encore une fois, de négociation, ou pas forcément de négociation, mais d'entente entre les Européens et les Américains. Je propose d'écouter cette deuxième déclaration du chef de la diplomatie américaine, et on en parle juste après. Ensemble, nous avons reconstruit un continent en ruine et nous sommes réveillés de 2 horribles guerres. Lorsque nous nous sommes retrouvés séparés par le rideau de fer, l'Ouest libre a su aider les courageux dissidents qui souffraient de la tyrannie de l'Est afin de défaire le communisme soviétique. Nous nous sommes battus puis réconciliés encore et encore. Mais je suis ici pour vous dire clairement que les États-Unis préparent le chemin pour un nouveau siècle de prospérité et nous voulons à nouveau faire ce chemin avec vous. Xavier de Giacomoni, on en parlait tout à l'heure, mais est-ce que c'était déjà un message que ce soit Marco Rubio qui soit envoyé pour représenter les Américains et non pas J.D. Vance qui, on le rappelle, nous a sérieusement tensé l'année dernière? Oui, c'est une évidence parce que moi je suis assez d'accord avec Elisabeth, les deux disent à peu près la même chose. En résumé, de manière un peu forte, l'Europe doit rester le vassal des États-Unis. Mais ils ne le disent pas du tout de la même manière. Ils ont 2 parcours politiques qui sont totalement différents. Marco Rubio est dans la pure veine des néoconservateurs américains. C'est un républicain pur jus qui a fait alliance avec Donald Trump, mais c'est une alliance de circonstances. On peut peut-être voir, même si l'Europe évidemment ne sera pas dans la campagne électorale, mais il y a la succession de Donald Trump qui va se profiler extrêmement vite. Dans 9 mois, on a les mi-termes. Dans 3 ans et demi, on aura la campagne électorale, un peu moins même pour la campagne, et il y aura des différences fondamentales. Et les deux, pour le moment, sont 2 hommes qui vont se retrouver face à face. Si on passe ce côté politique intérieure américaine, il y a aussi des échéances cruciales pour les États-Unis, des négociations extrêmement importantes où les États-Unis ont besoin des Européens. 17 et 18 février prochain, la semaine prochaine, rencontre entre Russes et Ukrainiens à Genève, et l'administration de Trump espère bien que les Européens puissent l'aider à faire accepter à Volodymyr Zelensky cette notion de perte territoriale, cette perte du Donbass, lui faire entendre raison si on prend les mots de l'administration Trump, d'une part, et puis d'autre part, il y a évidemment l'Iran. Enfin, je crois que le point qu'abordait le général Desportes est extrêmement important. La puissance des États-Unis, c'est évidemment une puissance militaire, une puissance économique, mais qui ne va pas sans la puissance des alliances. Si vous enlevez aux États-Unis toutes ces alliances, le pays n'a plus sa puissance et n'est même plus la première puissance mondiale. Et Marco Rubio ressent certainement beaucoup mieux que J.D. Vance. Alors justement, quand même, la question qu'on se pose, c'est qu'en un an, il s'est passé beaucoup de choses, vous l'avez dit. On ne peut pas tout résumer dans une déclaration de 15 minutes avec 1 an d'acte, mais quand même, il y a quand même eu peut-être un changement de ton de la part des Européens depuis quelques mois, notamment sur la question du Groenland. On l'a vu, l'Europe a quand même fait face. Et on va écouter, notamment pour montrer peut-être le symbole de cette Europe qui souhaite aller s'affranchir des Européens, des Américains, mais surtout montrer qu'ils sont là. Cette déclaration à la fois du chancelier allemand Friedrich Merz, mais également d'Emmanuel Macron sur le fait qu'il faut bomber le torse. Je cite d'ailleurs le président français, écoutez.
Nous devons faire preuve de force et de la ténacité sur l'Ukraine. Nous devons exprimer clairement aux Européens nos véritables intérêts à long terme en matière de sécurité dans notre région et nous donner les moyens de les défendre tout en nous fortifiant en tant que démocratie confiante. Ce ne sont pas des défis insignifiants et je crois vraiment au pouvoir de notre audace. Un fossé profond s'est creusé entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique. C'est ce qu'a déclaré le président J.D. Vance, ici même à Munich, il y a un an. Il avait raison dans sa description. La guerre culturelle menée par le gouvernement MAGA aux États-Unis n'est pas la nôtre. La liberté d'expression s'arrête là où elle porte atteinte à la dignité humaine et à la Constitution. Nous ne croyons pas aux droits de douane et au protectionnisme, mais au libre-échange. On avait rarement entendu un chef européen avoir des mots aussi quand même assez durs, Stéphane Marchand, vis-à-vis de la politique américaine. Il y a quand même un changement de ton de la part de l'Europe ? Oui. Pour revenir à Marco Rubio tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, et on l'a constaté depuis un an, quand on envoie Marco Rubio, c'est que c'est pas très important. Si c'est très important, on envoie des gens plus importants, notamment les proches physiquement de la famille de Donald Trump, ou alors le vice-président. Donc Marco Rubio, en dépit du fait qu'il est secrétaire d'État, est réduit à des opérations qui sont moins structurantes du point de vue de la Maison-Blanche. Cela dit, c'est une bonne nouvelle. Ce que nous avons entendu de la part de Marco Rubio, qui est un homme intelligent et, comme disait Elisabeth, versé dans la politique étrangère, quand il rappelle par exemple que les Américains et les Européens souffrent des mêmes maux. Et alors les mots que lui décrit, c'est l'immigration d'une part et la désindustrialisation d'autre part. Il a dit donc nous devons travailler ensemble à résoudre ce problème. Sous-entendu, appelons le prochain Trump européen qui résoudra le problème. Ensuite, plus important que le discours de Marco Rubio, je trouve, c'est le discours du chancelier allemand. Effectivement, il a été très ferme, très dur, il a appuyé sur la division qui croissait, et il a eu cette phrase quand même assez étonnante de dire que l'attitude de Donald Trump depuis un an avait affaibli le leadership américain, la prétention des États-Unis au leadership, l'avait affaibli et l'avait peut-être atténué pour toujours, si j'ai bien compris le sens du mot squandered en anglais. Donc là, on a un chancelier d'Allemagne plutôt qu'un Français. D'habitude, c'est un peu les Français qui sont dans cette gestuelle-là d'affronter les Américains directement. Et ben, le chancelier a dit qu'il y avait un chemin européen. Il a d'ailleurs fait la liste de tout ce que l'Allemagne s'apprêtait à faire. Et ensuite, il a annoncé qu'il y avait des discussions confidentielles avec Emmanuel Macron pour une dissuasion nucléaire européenne, alors que, souvenez-vous, l'année dernière, J.D. Vance avait insisté sur le fait que la dissuasion européenne devait rester conventionnelle. Alors justement, on reviendra en deuxième partie du grand dossier sur cette question de la dissuasion nucléaire, mais le chancelier allemand qui avait été l'un des premiers notamment à attaquer Donald Trump sur sa volonté de conquérir le Groenland, général Vincent Desportes, est-ce que le positionnement ferme, il faut le rappeler quand même, il faut le dire, de l'Europe vis-à-vis de cette question du Groenland a changé aussi un peu la donne sur la vision des Américains par rapport à l'Europe? Écoutez, je crois que l'Europe a pris des claques les unes après les autres et s'est réveillée petit à petit. On a mis un an, mais ça fait 80 ans qu'on dort, si vous voulez. C'est donc pour se réveiller, il faut un certain temps. Et je crois que l'affaire du Groenland a été un coup massif et a véritablement réveillé même les plus atlantistes, dont le Danemark évidemment, mais dont la Norvège. Même les pays baltes commencent à se réveiller, même la Pologne commence à se réveiller. Donc je crois que l'affaire du Groenland a planté le dernier clou qu'il fallait planter sur la croyance absolue que l'Amérique était une amie indéfectible des Européens. Donc je crois que ça a eu un impact. Et je crois qu'il y aura véritablement un avant et un après Groenland. Vous avez vu, le chancelier Merz l'a dit, il ne s'agit pas d'ailleurs toujours de se séparer des États-Unis, mais bien de considérer que leur aide, leur soutien n'est pas absolument assuré et qu'on doit être fort. On est bien maintenant, on ne peut plus exclure le pire parce qu'on a été très près du pire. Donc dans nos stratégies, on le prend en compte et donc nous devons être autonomes. Il y a un après-Groenland. Alors justement aussi, on se souvient de cette demande express de Donald Trump aux pays européens de maintenir, en tout cas d'augmenter leurs dépenses militaires. On rappelle que c'était un chiffre qui avait été donné par Donald Trump, 5% de leur produit intérieur brut, pour montrer qu'ils étaient prêts à défendre eux-mêmes le continent. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que, un an plus tard, les Européens
ont suivi et ont écouté Donald Trump, et si oui, est-ce que ça n'indique pas justement ce changement de ton américain? On va faire le point avec vous, Célia Juste-Freddy, pour connaître justement, chiffres à l'appui, si les pays européens ont bel et bien augmenté leurs dépenses militaires depuis un an. La question est simple, ont-ils augmenté? Alors, les budgets ont augmenté, et même depuis le début de la guerre en Ukraine, depuis 2021. Bruxelles a fait les calculs. Le budget avant la guerre, il était de 200 milliards d'euros. En 2024, on est passé à 320 milliards, sur une augmentation quand même de 60% en 5 ans, ce qui est assez conséquent. La CIPRI a d'ailleurs déterminé que les dépenses militaires mondiales en 2024 avaient augmenté de 9,4%. Pour la petite anecdote, il s'agit de la plus forte hausse depuis 10 ans, et même depuis la fin de la guerre froide. Alors, pour analyser tout ça, on va prendre 3 exemples, celui de l'Allemagne, de la Pologne et de la France. Alors pour l'Allemagne, en un an, il y a eu une augmentation de 28% des dépenses militaires, lesquelles ont été portées à 88,5 milliards de dollars, ce qui en fait le 4e pays le plus dépensier du monde. Mais avant la guerre, ce budget il était de 53 milliards. Autre exemple probant, celui de la Pologne. L'an passé, le pays a porté ses dépenses militaires à 38 milliards de dollars, ce qui fait une augmentation de 31% en un an, et ce qui représente 4,2% du PIB. Alors pour vous donner un ordre d'idée, en 2021, le budget militaire de la Pologne, il était à 13,7 milliards de dollars. On voit donc une nette augmentation. Et enfin, si on prend l'exemple de notre pays, le budget défense de la France en 2021, il était de 39,2 milliards d'euros. D'après les derniers chiffres du CIPRI, le budget actuel, il est environ, en 2024, à 57 milliards. Et il doit augmenter dans les prochaines années, 64 milliards d'euros en 2027. C'est ce qui est prévu. Et si on y arrive, ce montant, ça voudrait dire qu'il a doublé depuis 2025, donc depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Et quand on parle de matériel, comment ça se traduit, cette augmentation de budget? Alors on va garder les 3 exemples que je vous ai cités, donc des pays européens. En France, ça se traduit avec les fameux canons César. L'usine de Bourges, elle a triplé sa production de canons César depuis le début de la guerre en Ukraine, et elle se prépare à accélérer encore une fois la cadence. Les engins sont ensuite assemblés sur le site de Roanne, où l'on est passé à 6 canons César par mois en 2024 et à 8 en 2027, contre 2 en moyenne en 2022. Mais cela se remarque aussi dans l'acquisition de matériel. En Pologne, par exemple, le pays a renforcé son arsenal avec l'acquisition de 1366 chars, et de plus, elle développe ses propres véhicules blindés, comme le Rosomak, par exemple. La Pologne, elle prévoit d'ailleurs la production en série de systèmes de défense aérienne à partir de technologies occidentales, mais aussi coréennes. Et enfin, du côté de l'Allemagne, le pays est devenu l'un des principaux producteurs de chars de combat modernes au monde, en particulier avec son char Léopard 2. Et la production de munitions, elle va augmenter encore en se dotant d'une nouvelle usine qui va lui permettre de fabriquer jusqu'à 350 000 unités par an à l'horizon 2027. Merci beaucoup, Célia. C'est peut-être pour ça que Washington a un ton un petit peu plus doux. C'est parce qu'on a respecté en quelque sorte les demandes de Donald Trump. Pour vous, c'est pas un élément qui expliquerait ce changement de ton américain? Moi, je suis pas convaincu totalement qu'il y a un changement de ton, déjà. Enfin, il y a un changement de ton superficiel. Cette demande, d'abord, il faut dire, cette demande d'accroître les dépenses européennes ne date pas de Donald Trump. C'est quelque chose qui date, on l'a entendu par Obama, on a entendu des présidents précédents. Ce qu'on entend aussi, et quand il dit c'est pas l'Europe qu'on a connue, c'est aussi ce discours civilisationnel. Et ça, vraiment, on l'entend, mais ces dernières semaines avec le financement, par exemple, de think tanks d'extrême droite en Europe. Donc, je pense que le changement de ton, et je reviens à ce que disait le général, le besoin qu'ont les Américains d'avoir les bases en Europe, notamment pour aller faire la guerre, par exemple, à l'Iran. On a vu les vols, on a tracé les vols ces dernières semaines, même ici sur le plateau. Ils passent tous par ici, en fait. Et tant qu'ils ont besoin de nous, il faut peut-être adoucir le ton. Mais je suis assez convaincue, d'abord, on n'arrivera pas aux 5% que veulent les Américains, déjà, je pense en France, et dans beaucoup de pays, même même en Allemagne, hein. Même en Allemagne. Pourtant, c'est l'objectif qui a même été annoncé presque par Emmanuel Macron. Il pourrait être, s'ils continuent comme ils ont commencé, ils ont très bien commencé, ils sont bien au-dessus de nous, hein, puisque l'Allemagne, avec fonds spécial de modernisation, de mémoire, il serait à 108 milliards contre 57. Et ils sont partis de très bas, on se souvient. Quasiment une armée. Ils sont partis de très loin. Un pays démilitarisé. Mais l'Allemagne, il y a un double problème, et d'ailleurs, par rapport à la position de Merz, moi, un peu différent. L'Allemagne, il y a un problème industriel. Il y a une vraie volonté devant la chute de l'industrie automobile de
placer cette industrie par l'industrie militaire, notamment par l'intermédiaire de leur plus grosse entreprise qui est Rheinmetall, et de faire un effort. Effectivement, ils partent plus loin que nous. Et Merz reste quand même dans son discours bien plus atlantiste que ne l'est le président Macron. Il veut garder, au moins pour le moment, le parapluie, on en parlera, nucléaire américain. Il ne veut prendre aucun risque avec ça. C'est-à-dire que le triptyque sur lequel s'est bâti la croissance allemande, protection américaine, gaz russe et vente d'automobiles à la Chine, ça ne marche plus, est en train de se remodeler, mais ils veulent garder la protection. Et pour le moment, rien ne la remplace. Et puis, il y a aussi les bases américaines en Allemagne, 10 000 soldats, qui sont extrêmement importantes pour Berlin. Alors, restez avec nous dans la suite de votre grand dossier. On s'intéressera justement à cette question de la dissuasion nucléaire qui est sur la table en ce moment à Munich entre les chefs européens. Vous écouterez ces déclarations européennes et également la réponse américaine. Restez avec nous. À la suite de votre grand dossier, on continue de parler de ce sursaut européen avec, entre guillemets, dans sa sécurité vis-à-vis des États-Unis. On en parle dans un instant, notamment sur la question de la dissuasion nucléaire. Mais d'abord, c'est le rappel des titres avec d'abord en France, l'état de crue généralisé. Tous les records ont été battus selon l'agence Vigicru. 2 départements restent à cette heure en vigilance rouge. La Gironde et le Lot-et-Garonne. Point fermé, digues submergées, évacuation de quelques centaines d'habitants. Des villages en bord de Garonne se sont retrouvés aujourd'hui totalement isolés face à la montée des eaux. On en parlait il y a quelques minutes. La mort en 2024 dans des circonstances troubles en prison. L'opposant russe Alexei Navalny a été empoisonné par une toxine rare. Ce sont les conclusions publiées aujourd'hui d'une enquête menée par 5 pays, dont la France et le Royaume-Uni. Seul l'État russe avait les moyens, le mobile et l'opportunité de recourir à cette toxine mortelle pour viser Navalny, déclare la ministre britannique de l'Intérieur. Immédiatement après cette annonce, sa veuve Yulia Navalnya a déclaré que son assassinat était désormais prouvé par la science. Et puis 200 000 personnes qui ont manifesté aujourd'hui à Munich contre le régime iranien selon la police allemande. Munich où se tiennent en ce moment même la conférence de la sécurité avec plusieurs dirigeants occidentaux. À l'initiative du rassemblement, Reza Pahlavi, le fils du Shah déchu, celui-ci s'est dit prêt à être un leader pour la transition en Iran. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On continue de parler de cette Europe qui continue de faire face, entre guillemets, aux États-Unis pour sa sécurité intérieure avec un sujet qui est sur la table depuis hier, celui de la dissuasion nucléaire. Friedrich Merz, le chancelier allemand, a indiqué que des discussions avaient lieu en ce moment même avec la France pour étendre le parapluie nucléaire, notamment français. On se posera la question. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a également réagi aujourd'hui. Écoutez le Premier ministre britannique qui va dans le sens de ses homologues. C'est aussi pourquoi nous améliorons notre collaboration nucléaire avec la France. Pendant des dizaines d'années, le Royaume-Uni fut la seule force nucléaire en Europe à mettre à disposition ses armes afin de défendre ses alliés de l'OTAN. Mais maintenant, chaque adversaire doit savoir qu'en cas de crise, il ferait face à nos forces combinées. Et on sent que le sujet est très complexe entre les partenaires occidentaux, car quelques minutes plus tard, le patron de l'OTAN, Mark Rutte, s'est exprimé et a en quelque sorte dit le contraire, tout simplement, de ce qu'a annoncé Keir Starmer. Toutes les discussions en Europe visant à renforcer collectivement la dissuasion nucléaire sont une bonne chose. Oui, mais voilà ce que dit Mark Rutte. Mais personne en Europe ne préconise pour le faire, pour remplacer le parapluie nucléaire américain. Déclaration très importante du patron de l'OTAN. Elisabeth Shepard-Selam, comment vous voyez cette déclaration de Mark Rutte ? Je rappelle que Mark Rutte a eu des déclarations très proches des Américains ces derniers mois. Faut-il y voir un signe ou au contraire une dissension du côté des Européens ? Alors déjà,
Comme vous disiez, c'est pas la première fois qu'on a l'impression qu'il est plutôt pas du côté de l'OTAN, mais du côté des Américains. Et même le choix de Rutte comme secrétaire général est plutôt un message pour Donald Trump. À l'époque, on se souvient que c'était lui ou Kaja Kallas et qu'il avait gagné plutôt parce que il savait en théorie gérer Trump. Bon, on sait maintenant comment il gère Trump, plutôt en le caressant dans le sens du poil et surtout en tenant une ligne plutôt assez proche des Américains. Je pense qu'il a essayé de rassurer des Américains alors qu'on entend en Allemagne, mais pas seulement, aussi dans des pays comme le Pologne et en Suède, d'autres bruits. Et pas simplement donc en France et notre président. Aujourd'hui, les Européens, quand même, à long terme, se posent cette question de remplacer le parapluie nucléaire américain. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On entend de beaucoup de capitales européennes un message qui est totalement autre. Mais c'est son boulot, ou en tout cas, il conçoit son boulot de retirer les Américains. C'est vraiment son boulot, Stéphane Marchand, quand même, de déjuger à ce point le Premier ministre britannique ? Alors, le boulot de Mark Rutte, c'est effectivement de coller à Donald Trump. Je crois qu'Elisabeth a raison. Et c'est important. Donc, c'est très souvent ridicule, mais c'est souvent important. Donc, on va lui laisser cette responsabilité difficile. Le chancelier Merz a abordé la question de la dissuasion nucléaire européenne et il a bien insisté sur le fait qu'elle ne devait pas entrer en compétition avec le système d'aide collective au sein de l'OTAN. Donc il a à peu près dit la même chose, de manière un petit peu plus technique. Il n'est pas question qu'on se retrouve avec 2 dissuasions nucléaires face à la même menace, parce qu'à ce moment-là, aucune des 2 ne serait crédible. Donc c'est ça qu'il a voulu dire, je pense, et il n'y a pas un désaccord total. D'accord. Alors justement, pour bien comprendre, on va voir avec vous, Général Vincent Desportes, de comprendre les options qui se trouvent sur la table des dirigeants européens pour étendre, ou en tout cas rediscuter un petit peu cette dissuasion nucléaire. On l'a entendu, Emmanuel Macron et le chancelier Friedrich Merz discutent ensemble, c'est en tout cas une information donnée par le chancelier allemand, et on va voir avec vous les scénarios. Le premier scénario auquel on pense, c'est le partage du parapluie nucléaire français, puisque la France est dotée avec les Britanniques de cette arme nucléaire. Est-ce que cette option, selon vous, est réalisable pour l'ensemble des Européens ? D'abord, je crois qu'il faut revenir sur 3 points importants de la situation générale. Cette question-là est une question aujourd'hui absolument fondamentale. La situation générale, c'est quoi ? C'est que d'abord, on n'est pas dans une guerre russo-ukrainienne, mais dans une guerre russo-européenne. Ça, il faut bien le comprendre. La deuxième chose, c'est que notre allié principal et fiable n'est plus principal et n'est plus fiable. Je parle des États-Unis. Et la troisième chose, nous sommes à un croisement des chemins. C'est-à-dire que demain, l'Europe peut soit se désintégrer, soit s'intégrer davantage. Et c'est bien dans ce cadre-là qu'il faut comprendre cette affaire-là. Évidemment, l'Europe doit s'intégrer davantage et on ne peut pas à la fois vouloir une défense de l'Europe par des moyens européens, je ne parle pas de défense européenne, c'est autre chose, sans se poser la question de l'arme nucléaire française, évidemment. Donc, la montée en puissance, l'intégration de la défense européenne exige qu'on ait une réflexion profonde, rapide, innovante sur ce qu'est le nucléaire français dans cette défense de l'Europe. Et une des possibilités, je rappelle quand même que ça n'est pas nouveau. Parce que depuis que le général de Gaulle a parlé, a mis en place la dissuasion nucléaire parce qu'il le voulait, parce qu'il comprenait le monde, eh bien, il a toujours dit que l'Europe faisait partie des intérêts vitaux, et on comprend bien même maintenant que l'Europe est un des intérêts vitaux véritablement de la France, puisque la France ne pourrait pas se défendre seule contre les ennemis contre lesquels elle aurait à faire face. Donc ça, c'est une solution. Je dirais même que c'est la solution. C'est très compliqué, mais il faudra avancer. Alors la deuxième option qui est sur la table des Européens, c'est que certains pays européens qui sont en capacité potentiellement de se doter de leur propre arme nucléaire. On pense par exemple à la Pologne qui met les bouchées doubles en termes, on l'a vu, de moyens militaires. On pense également à la Suède. Est-ce que pour vous, ce scénario, il est également réalisable ? Alors très honnêtement, je ne vois pas ce qu'il apporte par rapport au précédent. Que reproche-t-on au scénario la bombe nucléaire est française et elle protège l'Europe ? C'est qu'il y a un homme qui décide. Là, on en aurait 2. On aurait le président ou le Premier ministre, ce sera encore plus compliqué d'ailleurs en Pologne, et le président Macron. Donc on aurait 2 décideurs. Et donc finalement, on compliquerait encore le problème. Et ça a un défaut tout à fait important, c'est que ça conduit à la prolifération horizontale. On sait qu'on doit lutter contre la prolifération nucléaire, donc ça ne me paraît pas
ça ne me paraît pas une bonne idée. On reproche au système actuel que ce serait le président français. D'abord, je vois pas très bien pourquoi le fait que le bouton rouge soit à Paris rendrait le système moins fiable que s'il était à New York. À mon avis, il est beaucoup plus fiable à Paris qu'à Washington, pardon. Mais alors, s'il y a 2 boutons rouges forcément indépendants en Pologne, alors là, c'est encore moins fiable. Ça, c'est une mauvaise solution. Alors, la troisième option qui s'offre aux Européens, c'est peut-être d'abandonner cette extension du parapluie nucléaire et tout simplement de développer les armes conventionnelles pour se défendre et assurer sa propre sécurité. Est-ce que pour vous, cette troisième option qui s'offre aux Européens peut être intéressante ? Absolument pas, absolument pas. Dans un monde nucléaire, on l'a bien compris, eh bien, vous devez avoir une défense à la hauteur de la menace. Regardez tous les pays qui n'étaient pas dotés d'armes nucléaires, ils ont finalement été attaqués. Je pense à la Libye, je pense à l'Irak, etc. Et si le jeune Coréen exhibe ses gros missiles, c'est parce qu'il dit, une fois que j'ai des gros missiles, on m'attaquera pas. Donc aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, moi je déplore la prolifération des armes nucléaires, mais dans le monde tel qu'il est, on n'a absolument pas le choix. D'ailleurs, je vous rappelle que le général de Gaulle l'avait très bien compris dès la fin des années 50, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons notre autonomie de défense. Je vous rappelle une citation de Général de Gaulle qui est très intéressante. Il dit n'ingérions pas l'avenir, il dit pas ça comme ça, n'ingérions pas l'avenir, qui nous dit qu'un jour les armes nucléaires ne seront pas dans les mains de 2 ou 3 grandes puissances qui s'allieront pour aller attaquer l'Europe? Qui peut dire le contraire? Donc il avait inventé un principe très intelligent qui était le principe de la défense tout azimut. La défense nucléaire française était tout azimut. Alors croire qu'aujourd'hui on peut se défendre uniquement avec du conventionnel, c'est faux. Par contre, on ne peut pas se défendre uniquement avec du nucléaire. La dissuasion, elle est à la fois forcément nucléaire et conventionnelle. Et c'est pour ça, madame, tout ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'accroissement des budgets et des arsenaux est particulièrement important. C'est les deux qu'il faut monter en puissance. Merci beaucoup, Général. On va retourner sur le plateau pour avoir votre réaction. Quand on écoute le Général, il semble que ce partage du parapluie nucléaire français soit l'option la plus réalisable, peut-être la plus souhaitée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Xavier Giacomoni ? Je suis d'accord avec ça, mais je suis pas du tout d'accord, et je crois que je suis pas le seul, avec le mot partage. Non, mais bien sûr, alors, attendez, moi aussi, je dis bien non. sûr, on est d'accord, en général. Le partage, non, c'est autre chose, mais il n'y a pas. On est bien d'accord. C'est un mot qui s'est imposé. Oui, exact. D'abord une espèce de facilité. Ensuite, c'est un mot qui visiblement a été détourné, amplifié par certains cercles, qui soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, pour montrer que la France perdait son indépendance en offrant le parapluie nucléaire français à l'Europe, qu'elle offre en fait quasiment depuis le début. Général de Gaulle, 1962, on le répète suffisamment souvent sur ce plateau. Ça paraît être non seulement la meilleure solution, mais sans doute la seule. Après, c'est une solution qui pose des problèmes. On verra ce que nous dira le président Macron à la fin du mois. Il doit avoir une allocution sur le sujet extrêmement important, sur la doctrine nucléaire de la France et la protection de l'Europe. Mais là, on va entrer en plein pied dans un dossier qui est extrêmement compliqué, qui n'a pas trouvé de solution jusqu'à aujourd'hui, c'est celui de l'Europe de la défense. Quand j'entendais tout à l'heure Keir Starmer se faire l'avocat, l'apôtre de l'Europe de la défense, parce que c'est exactement ce que dit le Premier ministre britannique, il y a un côté un peu tragicomique, puisque la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe. Et manifestement, il est là-dessus, il est plus en pointe, je trouve, que son homologue allemand, qui reste quand même, qui veut bénéficier du parapluie nucléaire américain et qui donc reste très atlantiste dans la lignée, vous le soulignez tout à l'heure, de Mark Rutte. Rajoutons sur l'affaire de la Grande-Bretagne que quand la Grande-Bretagne était faisait partie de l'Union européenne, elle a tout fait pour que l'Union européenne Et en plus, la Grande-Bretagne n'est pas du tout autonome ni indépendante d'un point de vue nucléaire. D'abord, elle a d'énormes problèmes de budget. Elle peut pas assurer la permanence à la mer de ses sous-marins. Et puis, évidemment, elle dépend totalement des États-Unis. Et c'est la grande différence. Juste donne la parole à Elisabeth et après Stéphane Marchand. Juste une chose sur cette question de partage. Je pense que non seulement ça a été exploité et instrumentalisé ici, mais en plus on a entendu quand même les Allemands dire on veut être le chef de bande de nucléaire en Europe, ce qui n'a pas, je pense, aidé en quelque sorte, parce qu'on avait l'impression. Et on leur a répondu qui paye. Ouais, voilà, qui paye. Ça, c'est un des problèmes. Quand même. Et étrangement, on n'a pas entendu grande chose après la question de qui paye. Mais cette question, on ne peut pas partager le bouton. Enfin, je pense qu'en France, on le sait très bien. Mais comme a dit Xavier et comme dit le général, ça fait longtemps que les intérêts vitaux de la France incluent l'Europe. Donc, je pense qu'en réalité, la question
a déjà trouvé une réponse. Ceci étant dit, les discours qu'on entend, notamment des grands pays atlantistes, je pense à la Pologne et je pense à l'Allemagne, dit beaucoup sur la relation aujourd'hui avec les États-Unis et l'inquiétude qu'une certaine partie de l'Europe qui pensait post-Deuxième Guerre mondiale qu'ils étaient plus ou moins garantis par les Américains, j'inclus le Grande-Bretagne, qui dépend aussi largement du matériel, notamment pour le nucléaire. Ça dit beaucoup sur... je ne sais pas si c'est une révolution qu'on est en train de vivre. Un tournant. En tout cas, un tournant important pour la défense européenne, alors que c'est les premiers pays, comme disaient les générales, qui avaient un peu hésité ou même freiné la défense européenne. Stéphane Marchand. Si on se projette dans un avenir où la solution serait appliquée, c'est-à-dire la dissuasion française mise au service de l'Europe, il y a plein de questions à se poser. D'abord, on ne partage pas la décision, ça c'est clair, sinon c'est pas crédible, personne n'y croirait. Donc la décision resterait purement celle du président de la République française. Il faut que ça reste Emmanuel Macron qui décide si oui ou non on appuie sur le bouton. Le président français, oui. Deuxièmement, qui financerait le programme ? Il faudrait évidemment étendre ce programme parce que la dissuasion française, en termes quantitatifs, n'est pas exactement suffisante par rapport aux énormes arsenaux des Russes, des Américains, un peu moins des Chinois. Troisièmement, est-ce qu'on pourrait, à gouvernance inchangée, je parle de la gouvernance européenne, à gouvernance inchangée, imaginer que ça fonctionne ? C'est-à-dire que le président français aurait à ce moment-là une responsabilité incroyablement éminente au sein des autres pays et que l'Union européenne continuerait à être structurée de la même manière. C'est difficile à croire. L'institution n'est pas faite pour avoir ce type de protection nucléaire. Pas du tout. Donc c'est très difficile de l'imaginer. Ça supposerait une révolution politique, une révolution institutionnelle. Et la première révolution, celle dont on parle et qui semble se propager ces jours-ci, c'est la révolution militaire. C'est-à-dire, on commence à envisager ça. Et n'oublions pas que Keir Starmer, tout à l'heure dans son speech, laissait bien entendre que la Grande-Bretagne avait été en avance sur la France là-dessus. La Grande-Bretagne avait mis son arme nucléaire au service de l'Europe avant même que la France ne le fasse. Alors justement, la question maintenant, c'est que si ce parapluie nucléaire français est partagé, le mot parfois est peut-être un peu malheureux, mais en tous les cas, s'il y a une extension étendue, c'est peut-être le mot le plus heureux sur ce sujet. Comment ? Notre journaliste Lucille De Villers de 24 heures Pujadas a contacté hier Héloïse Fayette, qui est spécialiste du nucléaire, notamment à l'IFRI, et plusieurs options sont sur la table en ce moment des négociations. Voilà une des premières options de la part d'Héloïse Fayette, que nous explique Héloïse Fayette. Déjà d'abord, la précision donnée par Emmanuel Macron dans, vous l'avez dit justement, son discours sur la doctrine. Il pourrait indiquer très clairement dans son prochain discours que les intérêts vitaux de la France inclut ceux des pays européens. Quand je vous écoute, on a l'impression que tout ça est sous-entendu. Là, ça pourrait être très concret. Et non, mais c'est ça qui est très important. C'est justement, il faut que la dissuasion nucléaire, c'est une grammaire extrêmement compliquée que connaît extrêmement bien Héloïse Fayette. C'est une des plus grandes spécialistes dans le sujet et qui passe par une relation de confiance entre chefs d'État, parce que tout ne peut pas être écrit. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'accord entre pays qui soit signé de manière extrêmement précise. Donc c'est au président de la République de bien faire comprendre à ses homologues que oui, la France sera là et qu'elle sera là bien mieux et de manière bien plus sûre que ne le sont aujourd'hui les États-Unis, puisqu'on voit que les États-Unis qui nous ont protégés pendant des années, l'Europe dans son ensemble, je parle notamment l'Allemagne, peuvent faire défaut. Après, il y a des signes qui peuvent être donnés. On peut, pour un temps donné, baser des rafales des forces stratégiques aériennes françaises sur des bases pour des exercices en Allemagne, avec ou sans bombe sous l'appareil. Il y a plein de signes qui peuvent être donnés comme ça. C'est exactement la deuxième option énoncée par Héloïse Fayette justement à Lucille De Villers, c'est que on pourrait très bien déployer des rafales en Europe sans les bombes nucléaires. Selon elle, le signal envoyé serait suffisant. Vous êtes d'accord avec ça, Général ? Alors, écoutez, je sais pas, mais en tout cas, à problème nouveau, solution nouvelle, on est effectivement dans une révolution du monde, donc il faut révolutionner de façon de penser le monde. Et alors, je suis parfaitement d'accord sur le fait que l'Union européenne aujourd'hui a une gouvernance qui est pas adaptée à ce genre de problème. Moi, je pense personnellement que l'Union européenne n'ayant pas su lutter contre la menace existentielle de cette guerre-là, moi je pense que l'Union européenne, en tant que système de gouvernance, va se modifier complètement, voire exploser. Donc on va aller probablement vers ce que Mario Draghi appelait du fédéralisme pragmatique, qui sera peut-être en place aussi pour cette affaire d'armes nucléaires. En ce qui concerne les possibilités, votre correspondante ne l'a pas dit, mais il y a la défense nucléaire où
La dissuasion nucléaire repose sur un certain nombre d'armes et sur une protection également contre les armes des autres. Or, aujourd'hui, cette protection européenne de l'Europe était faite par les États-Unis, les radars en Pologne, en Roumanie, etc. Et là, on voit bien, parce qu'il y a un problème de financement, vous l'avez dit, et on voit mal notre pays que la France faire des armes atomiques, parce que la France aura du mal à partager, etc. Par contre, il y a des tas de choses qui peuvent être faites par d'autres, en particulier tout ce qui ressemblerait à un dôme d'acier, d'or, tout ce que vous voulez, qui n'existe pas. Et puis, il y a des armes dont nous ne disposons pas. Et les Américains ont fait en sorte que nous ne les ayons pas. C'est des armes balistiques à moyenne portée, à tête, pas forcément nucléaire, à tête classique. Donc on voit bien que dans l'arsenal à mettre en place au niveau européen pour que cet arsenal n'ait pas trop de trous, eh bien, offre de larges capacités aux autres pays européens pour aller apporter des briques qui, ensemble avec l'arme nucléaire française, constitueraient cette arme de dissuasion. Mais vous avez dit dès le départ le terme qui est fondamental, c'est le terme de confiance, donc de certitude. Pourquoi le général de Gaulle a lancé l'affaire de la dissuasion française, parce qu'il connaissait Roosevelt, etc., on connaît l'histoire, mais il ne pouvait pas être sûr que les Américains allaient sacrifier New York, Washington et San Diego pour Bonn ou Paris. Et nous sommes encore beaucoup moins sûrs maintenant. C'est pour ça que je répétais tout à l'heure, je pense qu'un bouton rouge à Paris est beaucoup plus sûr qu'un bouton rouge à Washington. Alors ce qui est très intéressant justement, c'est que les Américains ne voient pas forcément d'un très bon œil le fait de partager, en tout cas de changer la doctrine nucléaire européenne. Regardez cette déclaration du sous-secrétaire américain à la guerre, interview qu'il a donnée à plusieurs journalistes lors de Munich, justement, sur une pièce secrète, nous rapporte d'ailleurs le Grand Continent. Et voilà ce que dit le sous-secrétaire à la guerre: nous continuerons à fournir la dissuasion nucléaire étendue des États-Unis, comme pour rassurer les Américains. On parle beaucoup de la souveraineté, de la question de la souveraineté française qui serait peut-être atténuée si on étendait justement notre bouton nucléaire. Est-ce que, à voir comment les Américains réagissent ici, est-ce que la France n'a entre guillemets pas un coup à jouer aussi pour s'affirmer encore un peu plus en Europe, Stéphane Marchand? Les Américains sont très conscients, en dépit de ce qu'avait dit J.D. Vance il y a un an sur l'effacement civilisationnel de l'Europe, les Américains sont très conscients qu'ils ont besoin de l'Europe. D'ailleurs, ils l'ont écrit noir sur blanc dans leurs documents récents, l'Europe reste cruciale pour les Américains. Sans l'Europe, l'Amérique devient, j'exagère à peine, une puissance régionale. Et si jamais l'Europe n'a plus besoin de la dissuasion nucléaire américaine, alors cette rupture en ferait encore plus, je trouve, une puissance régionale. Donc je comprends tout à fait qu'ils s'attachent à ça. Et Elisabeth? Alors, deux choses. D'abord, Eldridge Colby est un des grands idéologues du département de défense. Il faut pas l'oublier. Donc, quand il dit quelque chose, on peut plutôt le croire. Moi, ce qui me frappe, c'est que on parle beaucoup de vassalisation en Europe. Moi, à chaque fois que j'ai entendu un grand allié, que ce soit l'Europe ou Israël, dire on veut être plus indépendant, et on a entendu Benjamin Netanyahu le dire pour Israël il y a quelques semaines, à chaque fois la réaction américaine est assez simple. Mais pourquoi vous voulez être indépendant? En fait, ils ont besoin quand même de nous, même s'ils aiment beaucoup nous critiquer, parce que ces armes nucléaires américaines qui sont sur le sol européen protègent avant tout, en réalité, les États-Unis. Et parce que si les Russes vont frapper, ils vont pas frapper Washington, ils vont frapper ici. Et donc, je suis assez convaincu que, en fait, toutes ces années, je pense à Madeleine Albright, notamment, qui a été aussi un des plus grands obstacles sous Bill Clinton pour la défense européenne avec ses 3D, pas de duplication, de tout ce qui est l'OTAN. Je pense que les Américains, aujourd'hui, veulent qu'on paye plus, mais veulent pas non plus comprendre notre indépendance totale. Et je crois que ce que vous dites, Madeleine Albright, c'était Clinton. Oui. Madeleine Albright, c'est la voix de Clinton. Et c'est là où ça se joue, avec sa politique des 3D, il y en a deux qui sont importants. Non. Pas de découplage, donc pas de duplication. Pas de découplage, parce qu'à ce moment-là, on a Mitterrand, Kohl, on a Madame Thatcher qui dit, après tout, notre futur, il est quand même plutôt vers notre Est que vers notre Ouest. Et à ce moment-là, l'Amérique sent le danger, et donc on a cette politique des 3D, les deux sont importants, pas de découplage, donc pas de duplication. Et c'est à partir de ce moment-là qu'est construit de manière très volontaire la dépendance militaire des Européens vis-à-vis des États-Unis, parce que le non-duplication, ça veut dire quand j'apporte
quelque chose au pot commun, vous ne le faites pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes totalement dépendants en termes de renseignement. Nous n'avons même pas d'état-major de force pour commander la guerre, une guerre européenne, en termes de transmission, en termes de satellites, en termes de feu dans la profondeur. C'est-à-dire que cette dépendance a été organisée par les États-Unis parce qu'ils ont besoin de nous, bien sûr. Et on en revient au début de cette émission. Pourquoi Marco Rubio plutôt que J.D. Vance? Évidemment, en ce moment, pour rassurer et pour garder cet avantage, il faut que ce soit Marco Rubio, parce qu'évidemment, J.D. Vance, il est sur un tout autre créneau. Et d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant, parce que quand on regarde les deux idéologies schématiquement, MAGA et néoconservateurs américains, la doctrine Monroe, dont on a énormément parlé, d'ailleurs de manière parfois un peu détournée, elle prône que les États-Unis soient sur leur hémisphère occidental, ce qui veut dire toute l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, et se protège aussi de l'Europe, qui n'interviendrait plus en Amérique. Mais sans ça, la puissance américaine n'est plus ce qu'elle est aujourd'hui, et effectivement deviendrait une sorte de puissance régionale qui se limiterait aux Amériques. Alors justement, la question autour de cette stratégie militaire et de cette alliance militaire, c'est bien sûr l'OTAN. C'est par ce traité-là que les Américains et les Européens sont liés depuis des années maintenant. Les Européens qui cherchent également à montrer les muscles sur leur manière de fonctionner, de pouvoir rapidement rentrer en opération. Une illustration, l'opération Arctic Sentry qui commence là depuis plusieurs heures maintenant, pour notamment au Groenland, pour montrer à Donald Trump que les Européens peuvent très rapidement enclencher une force militaire. Là, il s'agit que d'exercices, si je ne me trompe pas. On n'est pas sur de l'opération grandeur nature, mais quand même, on va avoir des soldats européens qui vont arriver au Groenland pour pouvoir mener des opérations. Est-ce qu'il va falloir révolutionner aussi ce traité transatlantique général ? Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, quasiment tous les postes de commandement sont américains. Ce sont des Américains qui détiennent, qui sont souvent en haut de la hiérarchie des commandements. Est-ce qu'il va falloir changer ça aussi ? Il faut que l'Europe s'affirme peut-être pour être un peu plus forte dans ce commandement. Alors, ce que vous avez dit est juste, c'est-à-dire que, au fond, les commandements sont partagés. On ne va pas décrire cette affaire-là. D'ailleurs, il y a eu une nouvelle répartition tout à fait récemment. Mais ce qui est vrai, c'est que les chefs américains sont toujours en position de pouvoir verrouiller. Et évidemment, il faudra que ça change, de gré ou de force, des vies des Américains. Et il faudra qu'on ait effectivement ce que certains Européens, et en particulier les Français, demandent depuis longtemps, un pilier européen de l'OTAN, dissociable en cas de besoin, ou si les Américains nous lâchent, de l'intégralité. Donc il y a une reconstruction également de l'OTAN. Ce sera évidemment compliqué à faire. Pour rajouter juste à ce que vous avez dit sur l'exercice dont vous parlez, n'oublions pas l'exercice Orion, qui est en train de se dérouler maintenant et qui comporte bien deux phases différentes. Une première phase dite en coalition, dans laquelle il n'y a pas d'Américains, mais il y a 20 pays qui participent, là au-dessus de nos têtes aujourd'hui. Et puis il y a une deuxième phase qui est au sein de l'OTAN. Et quand la France organise ça avec 20 pays alliés, c'est bien pour montrer aussi aux Américains d'ailleurs qu'elle est capable de faire quelque chose, et même de très belles choses, seule et avec ses alliés. Restez avec nous pour la suite de votre grand dossier. On parlera également de ce duel entre Américains et Européens sur la question de l'Ukraine également, parce que Donald Trump a remis la pression une nouvelle fois hier soir sur Volodymyr Zelensky, et les Européens, eux, qui ne lâchent pas le président ukrainien. Restez avec nous. Allez, suite de votre grand dossier avec une troisième partie consacrée au duel entre Américains et Européens, notamment sur la question de l'Ukraine. Hier soir, le président américain Donald Trump a remis la pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Écoutez le président américain, il répondait à des journalistes. Zelensky va devoir se bouger. La Russie souhaite un accord et Zelensky va devoir y mettre du sien s'il ne veut pas rater une grande opportunité. Il va devoir se bouger. Alors évidemment, le duel est tout trouvé avec les Européens. Emmanuel Macron qui a répondu à Donald Trump en expliquant que aujourd'hui, c'était plutôt Vladimir Poutine qui n'était pas en position de vouloir négocier, selon les mots du président français. Et très intéressant, cette dissonance au sein de Washington, puisque Marco Rubio, qui est à Munich, s'est lui aussi exprimé sur le dossier ukrainien. Et écoutez, il n'a pas du tout la même analyse, si je puis dire, que son président. Écoutez. La bonne nouvelle, c'est que les enjeux à résoudre pour mettre fin à cette guerre ont été affinés. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont été ramenés aux questions les plus difficiles à résoudre et qu'il reste encore beaucoup à faire sur ce front.
La réponse est que nous ne savons pas. Nous ne savons pas si les Russes sont sérieux dans leur volonté de mettre fin à la guerre. Ils affirment l'être. Nous ne sommes pas sûrs que les Russes soient sérieux pour vouloir mettre fin à la guerre. C'est quand même une déclaration assez forte de la part de Marco Rubio, Elisabeth. Alors, deux choses. D'abord, je reviens à ce que disait Stéphane. Si Marco Rubio est là, c'est qu'il n'est pas important. Je rappelle simplement que c'est pas lui nécessairement qui va négocier, qu'on a vu Witkoff plutôt et Kouchner, et pas des diplomates, des professionnels gérer. Marco Rubio et Trump représentent vraiment cette fracture qu'on voit chez les républicains, y compris Lindsey Graham, y compris d'autres, qui sont au contraire plutôt pro-ukrainiens, et on le voit aux États-Unis, même dans l'électorat, qu'ils sont plutôt pro-ukrainiens. Les Américains sont pas forcément naturellement pro-russes, on va le dire, mais cette ligne très dure de Donald Trump, et comme c'est lui qui a, on va dire, centralisé tout le pouvoir, Marco Rubio peut dire ce qu'il veut, ça peut rassurer les Européens ou les Ukrainiens. On sait tous très bien que c'est ce qui sort de la bouche de Trump et éventuellement de Witkoff et de Kouchner qui compte. C'est ça la question que je voulais vous poser, Xavier Giacomoni. Il faut plus donner du crédit à la phrase de Donald Trump ou au contraire celle de Marco Rubio, parce que le professionnel de la diplomatie, ça reste quand même Marco Rubio. Forcément à celle de Donald Trump. Mais il faut aussi noter que hier, il y avait une réunion extrêmement importante à Munich, toujours consacrée à l'Ukraine, à laquelle Marco Rubio s'est fait porter pâle. Donc vous voyez que les choses sont plus compliquées. Visiblement, et c'est peut-être le sens de la venue de Marco Rubio, en tout cas moi je le pense, les États-Unis comptent sur les Européens pour faire plier à terme Volodymyr Zelensky. Ça se fera certainement pas la semaine prochaine à Genève. Il y a 2 jours de négociations, 17 et 18 février, ça va être mardi et mercredi si je me trompe pas. Sachant que de l'autre côté, les Russes font assaut de la Maison Blanche pour proposer concrètement des avancées dans les domaines économiques, dans les domaines des investissements possibles pour les États-Unis en Russie, dans le domaine aussi de l'énergie fossile. Vous savez, le pétrole forêt de Donald Trump, au détriment évidemment de tout ce qui est énergie verte. Donc là encore, il y a 2 camps qui s'affrontent et Rubio est peut-être un peu au milieu du gué, mais cet abandon des Ukrainiens par la Maison-Blanche dans la bouche de Donald Trump, c'est comme ça qu'on peut le comprendre, en plus arrive à un moment où les choses sur le terrain sont extrêmement indécises, puisque on a vu les avancées russes se ralentir tout cet hiver. Pokrovsk, par exemple, n'est toujours pas formellement tombé. Alors évidemment, la ville est totalement cernée, elle finira par tomber, mais ça fait des mois et des mois qu'on en parle de cette ville de Pokrovsk, et avec des coups très précis, comme par exemple, alors là c'est venu des côtés des États-Unis, c'est venu de celui qu'on n'attendait pas, Elon Musk, qui a interdit l'utilisation des Starlink de contrebande entre guillemets utilisés par les Russes, qui leur a porté un coup assez sévère sur la manière d'opérer les opérations sur le terrain. C'est le moment où la Russie est plutôt en position de faiblesse, notamment d'un point de vue économique, avec un pétrole russe qui est de plus en plus bas, puisque le cours officiel aujourd'hui doit être aux alentours de $45 pour 65 sur le Brent de la mer du Nord, et au marché noir vendu aux Indiens de 25 à $35, parce que ça devient de plus en plus risqué et de moins en moins intéressant de vendre ce pétrole. Avant d'évoquer le sujet de la coupure de Starlink, très intéressant, un mot Stéphane Marchand, l'étau se resserre quand même encore un peu plus sur Volodymyr Zelensky avec cette déclaration de Donald Trump, et du coup aussi sur les Européens. Alors justement, ce qui me frappe beaucoup, c'est l'amertume croissante à la fois que l'on lit sur le visage de Volodymyr Zelensky et l'amertume de ses déclarations. Les déclarations contre les promesses qui n'ont pas été tenues par les Européens, les armes qui n'ont pas été livrées, et ce profil à travers cette amertume du président Zelensky, la possibilité qui est à mon avis une des pires pour nous et pour eux les Ukrainiens, c'est de voir une Ukraine d'après-guerre déçue par l'Union européenne, déçu dans son ADN par l'Union européenne. Dans sa chair. Et dans sa chair, c'est ça, exactement. Et décidant de faire une trajectoire qui n'est pas celle de l'adhésion à l'Union européenne, mais une trajectoire autonome, résultant d'une équation politique que nous, par notre faiblesse, les Européens, on aura contribué à créer au profit de je ne sais trop quel nationalisme ukrainien qui prendrait le pouvoir ou quelque chose comme ça. Donc la situation à tous les égards est extrêmement difficile, mais il y a aussi cette dimension-là, une après-guerre qui ne serait pas une après-guerre Union européenne pour
l'Ukraine. Avant de vous donner la parole générale, on va écouter les propos de Volodymyr Zelensky. Il s'est exprimé encore une nouvelle fois, le président ukrainien, et encore une fois, on sent qu'il veut faire passer un message aux Européens pour le soutenir, mais également aux Américains et notamment à Donald Trump. Écoutez le président ukrainien. Poutine ne vit pas comme les gens ordinaires. Il ne peut pas imaginer la vie sans le pouvoir, ou même après le pouvoir. Les choses ordinaires ne l'intéressent pas. Poutine discute davantage des acquis territoriaux avec le tsar Pierre Ier de Russie et l'impératrice Catherine qu'avec n'importe quelle personne vivante de la vie réelle. Pouvez-vous imaginer Poutine sans guerre ? Poutine est un esclave de la guerre. Poutine est un esclave de la guerre, général Vincent Desportes. Alors, il y a deux choses. Moi, je crois qu'aujourd'hui, Poutine a un intérêt personnel à ce que cette guerre dure. Toute l'économie russe, tout le gouvernement russe, toute l'organisation de la société russe est faite sur la guerre, et donc passer brutalement de la guerre à la paix serait extrêmement déstabilisant et probablement très dangereux pour lui, même physiquement. Ensuite, il y a autre chose. La guerre est quand même consubstantielle à la Russie pour une raison simple. La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Je peux me tromper dans les zéros, mais en tout cas, c'est 11 fuseaux horaires. Ça n'est pas une nation, c'est un empire avec 17 nationalités. C'est quand même intéressant. Et qui n'a jamais tenu que par la présence d'un pouvoir fort. Que je sois tsar, que je sois communiste ou que je sois le président Poutine, j'ai besoin d'un pouvoir fort. Et le pouvoir fort ne se justifie que par la crise, la guerre ou les attentats, comme celui très probablement déclenché par Poutine dès son arrivée au pouvoir. Donc la Russie, il y a un lien entre la guerre et la Russie, et je vous rappelle ce que disait Catherine II. Alors après, il y a ce complexe obsidional de la Russie qui se sent toujours menacée parce que ses frontières sont pas marquées, parce que c'est trop grand. Et ce mot de Catherine II qui est tout à fait impressionnant, parlant et Diderot, il disait ce pays est tellement grand que pour le protéger, je ne peux que l'agrandir toujours davantage. Donc il y a un rapport entre la Russie et la guerre qui n'est pas du tout le rapport de l'Europe à la guerre, qui a été le nôtre. Mais nous, on a avancé un peu, et donc oui, je pense que Poutine n'a pas envie d'arrêter cette guerre. Et alors qu'il est mal, on sait qu'il commence à vendre son or pour arriver à financer la guerre, donc la Russie est mal, c'est sûr. Et quand j'entends votre analyse, je pense toujours au livre Le Mage du Kremlin qui explique justement très bien la volonté d'avoir toujours un tsar puissant pour le peuple. Elisabeth, un dernier mot, est-ce qu'aujourd'hui quand même Volodymyr Zelensky et l'étau se resserre sur le président ukrainien. En même temps, en fait, ce qu'on voit, surtout, les Américains avaient énormément sur lui, notamment en finançant énormément de la guerre. Aujourd'hui, si on croit les statistiques, c'est l'Europe, et notamment dans les renseignements, c'est la France. Donc, on est quand même là, on n'est pas à table, et c'est aussi cette faiblesse de l'Europe de ne pas être dans les négociations. Mais clairement, avec Trump, l'étau se resserre sur Zelensky, et il va falloir que peut-être l'Europe s'insère un peu plus dans le jeu pour aider, parce que c'est aussi, comme disait Stéphane, notre avenir aussi à nous. Et on suivra bien sûr ce dossier sur LCI. Merci d'avoir animé le grand dossier avec moi ce soir. Tout de suite, c'est Yves Calvi que vous retrouvez à 18h. Je rappelle que le grand dossier, vous pouvez l'écouter en podcast, toujours très intéressant avec Amélie Carroir, notamment toute la semaine. Voilà, c'est dit, c'est toujours très intéressant de le noter, je l'oublie tout le temps, mais c'est important de le noter. Voilà, pour le grand dossier, on se retrouve demain.